Après l'entretien avec Bernard Stamm, je me suis tout naturellement tourné vers son père, que j'ai rencontré dans sa villa de Saint-Pré, où il coule une retraite encore très active, toujours aussi passionné de voile et de voilier. Bonjour Monsieur Stamm, je vous remercie d'avoir accepté ce petit entretien. J'en ai déjà fait un avec votre fils Bernard à l'occasion de la fête du sauvetage le 6 septembre dernier. J'ai l'intention de vous interroger à votre tour parce que, très grand connaisseur et utilisateur de voiliers, je pense que vous avez des choses à me dire à propos de votre fils en comparaison avec ce qu'il est. Et j'ai découvert aussi, par hasard, bien que l'astrologie soit pas ma tasse de thé, qu'il est sagittaire et j'ai constaté que plusieurs traits de caractère pouvaient lui être attribués. Alors on va pouvoir parler tout à l'heure de cet aspect des choses. À l'époque où Bernard était enfant et adolescent, vous étiez en possession d'un voilier, d'abord un Star, puis un Corsair. Est-ce que c'est ça l'influence principale pour que votre fils se mette à faire de la course à voile? Ou est-ce qu'il y en a eu d'autres? Qu'est-ce qu'il en est? Pour la course, il y en avait probablement d'autres plus tard, mais là, je crois, c'était quand même la base, le départ. On est souvent sortis les deux seuls avec le Star, et puis ensuite avec le Corsair, on partait en famille 2 semaines sur le lac, mais toujours les souliers de marche avec, le sac à dos avec. Et puis quand on montait au Vieux-Rhône, on montait chaque année, des fois plusieurs fois au Vieux-Rhône, c'est toujours une histoire naturelle qu'ils vivaient là-bas. Donc c'est pas seulement la voile. Je me défendais de faire des longs trajets avec eux quand il n'y avait pas de vent. Là, on se baignait à un moment donné, on allait dans un port où ils pouvaient jouer, où on pouvait faire des belles promenades. Donc, c'était un ensemble, c'était un mode de vie où la voile était un moyen de locomotion. Un des éléments. Oui. Et puis, est-ce qu'il a eu rapidement des responsabilités pour la conduite de ce bateau ou pas? Oui, certainement, mais ça c'est propre à ma façon de fonctionner quand quelqu'un vient à bord. Je les mets à la barre et puis on voit tout de suite s'il est stressé ou pas et on réagit en fonction. Alors chez Bernard, il était très très souvent à la barre. Très doué. Très doué. Il maîtrisait ça naturellement très vite. Si j'ai bien compris de tout ce que j'ai lu à propos de votre fils, quand on arrive à la fin de l'école obligatoire, pas question de continuer, il faut trouver un métier. Oui, bien sûr. Et puis, connaissant ses aptitudes de la précision, très adroit de ses mains, on le voyait dans un métier apparenté à ses qualificatifs. Et il a fait des stages. Chaque fois, il est revenu de ses stages enthousiaste, mais pas pour choisir cette profession. Il dit non, ça doit rester Un loisir. un loisir. Moi, je veux faire autre chose, mais il ne savait pas encore quoi. Un jour, à dîner, il dit je sais maintenant ce que je vais faire. Je dis bon, accouche, bûcheron. Alors là, c'était vraiment pas la douche froide, parce qu'on le voyait bien en forêt, mais on connaît aussi les dangers de cette profession. Et comme il n'aimait pas l'école, je lui dis écoute, c'est les vacances, tu t'organises un stage d'1 semaine. C'est ce qu'il a fait. Il était à Jumel avec les gardes du Jumel pendant ses vacances. Et la semaine écoulée, il rentrait content. Je dis, bon alors le garde, il t'a glissé la pièce pour la semaine? Non, non. Son père, il va frapper les arbres qu'il va rabattre l'hiver prochain. Et il me prend avec la semaine prochaine. Tout enthousiaste. Tout enthousiaste. Et là, on s'est dit, c'est sérieux. Et après cette semaine, je lui ai dit, écoute, tu as droit à faire 1 semaine durant l'école. Alors cherche-toi un maître de stage et puis profite de cette semaine durant l'école. Il ne fallait pas lui dire ça 2 fois.
Et là, il a eu le premier contact avec Étienne Rittner, dit Zorro. Et je les ai trouvés au travail. Et puis Zorro m'a dit plus tard, comme quoi il se dit quand il a vu le gaillard, à midi il n'est plus là, il ne tient pas le coup. Physiquement? Physiquement. Et puis le soir il a dit, oh dis donc c'est du solide. Et le deuxième jour il a dit, pourvu qu'il fasse un bon apprentissage et je l'engage tout de suite après. La motivation, ça fait beaucoup, hein. Et oui. Voilà, il semble que comme bûcheron, il a non seulement été bon, mais très bon. Il y a eu des concours. Qu'est-ce qu'il en a ressorti de ces concours? Ben, une adresse diabolique des fois, et puis une force bien placée qu'on ne soupçonnait pas dans ce corps. Parce qu'on n'est pas des géants dans la famille. Mais Donc, la ténacité y est. quand il s'agissait d'abattre des arbres, il savait les faire tomber au bon endroit, avec une rapidité surprenante, on pourrait Oui, dire. oui, oui. Et une précision extrême. Ouais. Et ça, il l'a appris après, surtout avec justement M. Rittner. Si j'ai bien lu la biographie de votre fils, j'ai vu qu'il a mis sa vie en danger à plusieurs reprises, ou qu'elle a été mise en danger par les événements extérieurs. C'est pas lui qui l'a fait personnellement. Et probablement un peu plus que la moyenne, si on ose dire. Tout ça peut induire de la crainte, des angoisses. Comment est-ce que vous vivez cette situation, vous qui êtes également un marin? Bien quand il est au large, en pensée, on est toujours unis. Ensuite, pour le normal, on s'envoie des mails. Parce que s'il est en solitaire, je ne veux déjà pas téléphoner au risque de le réveiller durant un sommeil de 15 minutes. Donc on envoie un mail qu'il ouvre quand il a le temps, qu'il répond quand il a le temps. Et quand il arrive un accident, c'est de toute façon l'organisation de la course qui est la première informée par lui et qui prend tout de suite les mesures qui s'imposent pour sortir le marin de sa situation difficile. Autrement dit, vous ne voulez pas encombrer la ligne avec des demandes personnelles qui risqueraient au fond de compromettre son sauvetage. Ça serait stérile. Premièrement, depuis ici, nous, en tant que privé, on ne peut rien aider. Et on sait que ces gens-là sont qualifiés, ils connaissent leur métier. Et puis, il ne faut pas les empêcher encore par des interventions sauvages, uniquement parce que c'est un lien de famille qui pourrait dire qu'il faudrait être renseigné. De toute façon, on peut suivre ça d'heure en heure par les moyens qu'on a à disposition en face de l'organisation de la course. Donc le téléphone satellite, il n'est pratiquement pas utilisé par vous, soit parce que si c'est urgent, ça encombre la ligne, soit parce que vous ne voulez pas l'interrompre dans ses activités, respectivement dans son sommeil. Donc ça reste vraiment une situation exceptionnelle. Absolument. Voilà, là, on est pas tout à fait à l'équateur, mais ça pue déjà l'équateur, quoi. Je veux dire, si là, je suis à 4 nœuds, et là, ça va à peu près vite. Mais quand il s'agit de sa femme, de ses filles, lui peut appeler lorsque ça se prête pour lui. Oui, absolument. D'ailleurs, il appelle régulièrement. Et j'ignore quel mécanisme ils ont entre deux. Il y a certainement les filles qui appellent aussi de temps en temps. Il se peut aussi qu'ils se fixent un horaire. Quand on étudie un peu l'astrologie, on constate que votre fils est Sagittaire, ce qui implique un certain nombre de caractères dont certains me semblent coller assez bien à sa personnalité. On va peut-être parler un petit peu de ça maintenant. Les Sagittaires sont optimistes. Est-ce que c'est vrai? Je crois que oui. Il y en a peut-être des exceptions pessimistes, mais en général, ils sont optimistes. Il faut chercher un exemple. Peut-être le premier Vendée Globe qu'il a pris avec son bateau, qui, ce moment-là, n'était pas tout à fait prêt pour cette course. Il est quand même parti. Et il a eu la barre arrachée au Cap-Vert. Donc pour lui, c'était la grande déception
le Vendée Globe était fini. Alors il a organisé la pièce cassée pour réparer, et au lieu de rentrer, traverser l'Atlantique aux Caraïbes, ensuite monter à New York, pendant ce temps-là, préparer, organiser un équipage de 3 hommes pour essayer de battre le record de l'Atlantique Nord en hiver, depuis New York en Angleterre. Et ça réussit. Et ils sont arrivés en ayant battu le record de l'Atlantique Nord avec ce petit bateau, relativement petit bateau, juste une semaine avant l'arrivée du premier du Vendée Globe. Et là, ils ont quand même fini le tour qu'il avait prévu de faire, pas dans le sens qu'il voulait le faire, mais il a fini un tour avec un but atteint. Et je crois que c'est un signe d'optimisme que d'autres n'auraient pas. On dit que les Sagittaires sont audacieux, certaines fois on dit même téméraires. Pour lui, il est où le curseur? Il est au niveau de connaître les limites et de s'arrêter là. Il y a peut-être un exemple, un des derniers Vendée Globe, où les supports des hydrogénérateurs se sont cassés. Il fallait absolument qu'il répare parce qu'il n'avait plus d'énergie à bord, où il a dû s'abriter dans une crique pendant la nuit. Il y a une tempête qui s'est levée, c'est un cargo russe qui s'est abrité, et puis un matelot est monté sur le bateau à Bernard pour lui donner un coup de main. Ce que le matelot n'aurait pas dû faire, et Bernard a essayé de le faire évacuer, parce que le règlement défend que quelqu'un d'autre donne un coup de main. Alors, là, la sécurité primait vraiment du désir d'aller de l'avant, de quand même essayer de passer. Et puis de gagner ou de pas gagner la compétition. Ou pas gagner. Donc là, il a pu réparer après. Il a fini la course, mais comme il était disqualifié, hors course, mais il a terminé. Et il a eu un accueil phénoménal au milieu de la nuit au Sable d'Olonne. Pour les Sagittaires face à l'argent, certains disent qu'ils sont généreux, d'autres dépensiers, d'autres enfin que l'argent c'est un moyen d'arriver à ses fins, ni plus ni moins. Qu'est-ce qu'il en est pour Bernard? Je crois que c'est la troisième proposition qui convient pour lui. Parce qu'il se pose un but, il faut des moyens pour l'atteindre, et puis quand il a les fonds nécessaires pour atteindre ce but, s'il peut encore bien vivre correctement, simplement avec sa famille, il ne demande pas plus. Les Sagittaires, paraît-il, n'aiment pas la routine. Est-ce que c'est vrai? Oh, il doit y avoir quelque chose, oui. Bon, Bernard n'a que rarement vécu dans un milieu où la routine était de mise. Le plus important, c'est l'école, qui supportait très très mal. Il n'avait aucune peine de suivre. Et alors, à Morges, où il fréquentait l'école, s'est créée une classe en plein air. Et puis là, c'était la grande joie. C'était des écoliers dans le même cas que Bernard. Toujours du nouveau, toujours vivre quelque chose, mais quand même remplir la fonction qu'on doit remplir. Le cahier des charges de chaque niveau scolaire. Exactement, oui. Et puis ça a pleinement réussi. Et puis ensuite, avec son apprentissage et puis ce qui suivait, il n'a plus jamais été dans la routine. Et peut-être quand même à l'armée. Oui, on pourrait raconter longtemps. Là, il était motard. Et je crois aussi qu'il a échappé à la routine, là. Genève, Morges, Saint-Pré, puis on passe la frontière, l'Esconil,
Qu'est-ce qui reste du vaudois chez votre fils? Le cœur. Le Et la cœur, raison? oui, ça restera toujours chez lui. Mais là où il a une activité qu'il aime, il est chez lui. Donc, si maintenant cette activité à Brest s'arrêtait, selon les conditions, il peut se fixer n'importe où. Mais le cœur restera toujours ici. Quand il vient super. ici, c'est pas souvent, mais c'est très intense alors. Ah Comment oui. ça se passe? Familial, censuré. Mais aussi étendu à des amis? Oui, bien sûr. La preuve, lorsqu'on a fait les fêtes en son honneur, on a fait 4 fêtes ici à Saint-Pré avec la population. Lorsque la fête était close, il y a une deuxième qui commençait avec ses copains d'école, ses copains de service, ses copains de l'endroit, d'ici, et à chaque fête. Donc ça perpétue. Et quand il est ici, quand il a un moment, il prend contact et puis il fait la tournée s'il peut. Donc vous m'avez dit des copains de l'endroit, mais qui étaient distribués aux 4 coins du monde et Voilà. qui revenaient exprès pour la fête. Il y en a qui sont venus de Suisse allemande. On a eu des gens de l'Esconil, ici, qui venaient le trouver, mais autrement, le noyau, l'ancien noyau de jeunesse, il persiste. Vous êtes un marin de très longue date. À l'époque où votre fils était adolescent, le capitaine, c'était naturellement vous. Aujourd'hui, avec sa renommée et ses compétences qui sont naturellement bien supérieures aux vôtres, quand vous naviguez ensemble, comment ça se passe? Comment est-ce qu'on répartit les rôles? Qui est le capitaine? Oui, donc je pense qu'on naviguera en binôme. Quand il n'y a pas de spécial, ça ira automatiquement. Chacun sait ce qu'il a à faire. Par contre, sur son bateau, là, j'applique ce que lui va me dire. Il y a déjà la technique, la technologie embarquée sur ces bateaux qui n'a plus rien à voir avec ce que j'ai sur le mien. Donc là, il faudrait que je fasse un immense apprentissage. Et d'autre part, les valeurs physiques sont autres quand il faut changer de voile ou autre, que ça sera lui le patron là-dessus. Quand vous dites les valeurs physiques, vous voulez dire la force physique que vous avez? La force physique qu'on a besoin pour effectuer certains travaux. Même que là, ils ont fait des progrès pour que... Vous avez vu Hélène MacArthur, il y a des dames qui arrivent très très bien. Maintenant, ça demande quelques moteurs en plus. Mais sur le premier bateau qu'il a fait, vraiment, là, on sentait qu'il faudrait faire du culturisme un peu pour suivre. Voilà, c'est un bateau qu'on a fait pour le lac. Et puis, on navigue beaucoup avec. Maintenant, un peu moins, avec l'âge. Mais été, hiver. Maintenant, en hiver, on se calme un peu. Quand il gèle, on ne va plus. Quand les écoutes gèlent autour des winches, on arrête. Donc, dans le temps, on sortait. Est-ce que vous naviguez seul ou plutôt accompagné? Actuellement, souvent seul. Avant, bien sûr, accompagné. On partait en famille, en vacances, en croisière. Ou alors en régate de Bol d'Or, les régates ici. Et puis, ça, j'ai complètement arrêté maintenant. On s'approche de l'hiver. Est-ce que ce bateau se repose un peu l'hiver ou pas du tout? D'après ses activités précédentes, il se repose un peu, mais si au mois de janvier, il y a une bonne période, je profite de partir, soit seul, soit avec un copain. Bernard n'a pas embrassé une profession microtechnique. Il n'est pas resté bûcheron. Il est devenu marin. D'ailleurs, un tatouage l'atteste. Born to be sailor. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette destinée? Est-ce que c'était parfaitement ce qui convenait à lui? Alors là, vous êtes en plein dans le mille. Cet entretien est plus intimiste que le précédent, mais je le voulais dans ce style à la fois pour me distancer des reportages événementiels ou ceux qui s'adressent directement à Bernard Stamm
et aussi pour rendre hommage à ce binôme qui a si bien fonctionné.